Septembre 1960. Le tout premier congrès du Parti communiste du Kampuchea a lieu en secret. Le parti est composé de Cambodgiens nationalistes dont la majorité a suivi des études supérieures à l'étranger et qui en sont revenus imprégnés de l'essor de la gauche en Europe et en Asie. Parmi eux, Salot Sar, qui sera surnommé Pol Pot par la suite, est revenu de France sans diplôme, mais avec une influence de la Révolution française en tête. Durant les années 60, ils entameront une guerre civile afin de s'emparer du pouvoir en 75. En 1976, Pol Pot se retrouve à la tête du gouvernement, un événement qui scelle le sort du pays. Les dirigeants du Parti communiste du Kampuchea, aussi appelé Khmer Rouge, commenceront leur règne de terreur, et les pertes humaines sont estimées à 3 millions de morts. Aujourd'hui, nous accueillons deux survivants du génocide, Yim Sovan et Van Nat, ainsi que Nguyen Chia, un ancien chef Khmer Rouge, et Alex Jones, de l'ONU. Commençons par parler du Cambodge, aussi appelé Kampuchea, qui est un petit pays voisin du Vietnam, qui était une ancienne colonie française jusqu'en 1953 et dont le gouvernement est une monarchie constitutionnelle. Présentement, c'est Norodom Sihamoni qui est sur le trône et Hun Sen qui est le premier ministre. Alors, Monsieur Nguyen, quel rôle auprès des Khmers rouges avez-vous joué? En 1960, j'ai été nommé secrétaire général du Parti Khmer. Ensuite, j'ai été président du 11 avril 1976 au 13 avril 1976, avant de laisser ma place à Pol Pot, mon idole et très charismatique ami. Les autres membres m'appelaient son bras droit puisque je le suivais et j'étais presque toujours en accord avec ses idées. Ah oui? Et de quelle religion étaient les Khmers rouges? Il y avait plusieurs religions, mais beaucoup étaient bouddhistes ou musulmans. Et pourquoi, selon vous, vos méthodes étaient-elles justifiées? Pour moi, un enfant qui a été élevé sur une ferme agricole, je trouve que c'est normal que les paysans se révoltent puisqu'ils vivent dans des conditions difficiles. Aussi, bien que nous ayons dû nous débarrasser de plusieurs personnes nuisibles ou qui allaient contre notre mouvement, c'était pour une bonne cause. Le communisme est, selon certains, une idéologie belle en écrit mais impossible en pratique. Cependant, si les Vietnamiens ne nous en avaient pas empêchés, nous aurions pu prouver qu'elle était possible puisque nous comptions réformer la société complètement et nous avons bien commencé. Vous avez dit que vous souhaitiez réformer la société cambodgienne. Pour y arriver, est-ce que vous et les autres dirigeants ont utilisé la force? Oui, bien sûr, on ne peut rien obtenir sans se battre. Nous avons commencé par nous débarrasser des personnes avec un degré d'éducation et beaucoup de ceux qui habitaient en ville. Nous nous sommes aussi évidemment débarrassés de leurs enfants afin qu'ils ne prennent pas la relève de leurs parents. Nous l'avons fait pour revenir à un mode de vie traditionnel et intouché par les Occidentaux. Il faut vivre à la campagne et être un agriculteur ou élever du bétail. Nous avons parfois aussi torturé certaines personnes que l'on jugeait coupables de certains crimes. Dès que l'on pensait que l'un des nôtres pouvait nous trahir ou ne pas croire en nos idées, nous l'exécutions sur le champ afin d'éviter qu'il cause des problèmes futurs. Beaucoup sont aussi morts de faim à cause du manque de ressources. Est-ce que vous faisiez lire certains livres ou écrits particuliers aux habitants afin de changer leur façon de voir les choses vers des idées plus communistes? Nous n'avions pas beaucoup d'écrits, à part le livre écrit par Mao, le Petit Livre Rouge, qui était distribué aux habitants puisqu'il comportait des idées claires et qui mettait en valeur le communisme. Au lieu des journaux ou livres, mon ami Pol Pot a eu la bonne idée de faire apprendre des slogans, des comptines et des chansons aux adultes et aux enfants de leur plus jeune âge afin qu'ils comprennent ce qu'est le communisme et pourquoi il faut se battre pour l'avoir. Nous avons aussi appliqué quelques changements à la langue afin que les habitants s'adressent à nous, les dirigeants, avec un peu plus de respect. Ainsi, certains adjectifs devaient changer lorsqu'on nous parlait. Selon les autres, ce changement permettait un contrôle plus grand sur la population, rendant la conversion au communisme plus facile. Maintenant, voyons voir le point de vue de Van Nat, un bouddhiste qui a survécu au génocide des Khmers rouges. Je pense que les Khmers rouges ont raison que tous doivent être égaux, mais prendre de telles mesures radicales ne va rien changer. Je crois que tous doivent être égaux avec leurs différences, mais pas de sorte que tous soient assimilés ou tués. De plus, ils nous ont même pas rendus égaux. Il y avait des classes sociales. Ceux qui vivaient dans des territoires khmers depuis longtemps sont considérés comme le peuple de base et sont privilégiés d'avoir des rations alimentaires en premier ou encore ont une moins grande conséquence. Et que pensez-vous du communisme en général? Le communisme est un concept utopique qui ne peut pas s'appliquer à notre société. En effet, les Khmers rouges ont complètement abusé de leur pouvoir. Par exemple, mon meilleur ami s'est fait tuer parce qu'il croyait qu'il était trop intelligent et qu'il avait des affaires contre le gouvernement, mais en fait, c'est juste parce qu'il portait des lunettes. Nous ont mis dans des conditions atroces et qu'on devait travailler énormément et j'ai été même mis en prison parce que j'ai laissé échapper un verre d'eau. Tous ceux qui se comportaient pas bien, il y avait un abattoir à côté de la prison. C'était vraiment horrible. C'est contre les valeurs du bouddhisme et donc des miennes.
Le bouddhisme nous apprend l'amour, la compassion, la solidarité, la paix, la liberté et la sagesse. Mais les Khmers rouges ont démontré une insensibilité désastreuse comme des psychopathes. Je n'étais jamais libre et mon esprit était toujours troublé. Pol Pot a démontré la haine pure et sans merci. Et vous, Yim Sovan, comment le génocide a-t-il heurté vos valeurs? Une grande partie des valeurs que j'avais était la religion. On nous appelait les Khmer Islam. Nous avons été forcés à manger du porc, nos mosquées ont été détruites ou transformées en porcheries. Il y a eu des massacres de masse et nous n'avions pas le droit de montrer nos signes religieux. On se trouvait des moyens durant la journée pour aller prier, comme lorsque l'on prenait nos douches, qu'on faisait des travaux ou qu'on allait aux toilettes. En tout, 2 millions de musulmans sont morts. Nous ne savions pas ce qui se passait. Il y avait de la fausse propagande et les informations étaient mal distribuées. Les forces armées rentraient dans nos maisons en nous disant que les Américains allaient nous bombarder et qu'il fallait quitter pour 2 ou 3 jours. Alors, Alex Jones, quelle solution avez-vous à présenter pour éviter d'autres tragédies? Après tout, le régime communiste des Khmers rouges a persécuté les étrangers, les immigrants et les croyants de toutes les religions au Cambodge. Notre première solution est de faire voter à la population l'utilisation des forces armées. En effet, on pourrait choisir aléatoirement et de façon neutre des gens de la population, comme lors des procès, lorsque l'on choisit le jury. Durant la délibération, ils pourraient voter sur l'utilisation des forces armées et éviter d'utiliser des armes contre la population. Notre deuxième solution est de boycotter les produits cambodgiens. En effet, les produits qui viennent du Cambodge proviennent de forêts où vivait la population. Les gens qui vivaient sur ces terres ont été délocalisés, leurs maisons et leurs biens ont été détruits. Certaines personnes ont essayé de s'opposer à ces pratiques, mais elles ont été intimidées, envoyées en prison ou même tuées. Les terres sont ensuite vendues et revendues. Notre troisième solution est de faire des campagnes de financement pour les écoles cambodgiennes. Dans les écoles publiques, les conditions d'apprentissage sont très difficiles. Les classes peuvent être remplies de 50 à 100 élèves. Les élèves se partagent un manuel pour environ 7. Leur matériel scolaire se résume à un tableau et quelques craies. De plus, les professeurs ne sont pas toujours formés pour l'enseignement. En leur donnant des moyens d'apprendre, ils apprendront sur leur histoire. De plus, il faudrait unifier le système d'éducation pour ne pas que le gouvernement transmette leurs idées. Quelle a été la réaction de l'ONU? Quelles actions ont été entreprises? Nous avons décidé de faire un procès hybride, donc géré par l'État cambodgien et les Nations unies contre les dirigeants responsables du génocide. Mais ce n'est seulement qu'en 2012 que l'un des chefs a eu une sanction. Il dirigeait le centre de torture et d'interrogation. Il sera condamné à prison à vie. Merci à tous nos invités d'avoir été là aujourd'hui. Il est important de connaître l'histoire afin de ne pas reproduire les erreurs passées.